Allez, on va commencer. La salle est complète. Il y a encore vraiment quelques toutes petites places devant. Asseyez-vous, venez vous installer. On commence dans 1 minute. Waouh! Qu'est-ce que c'est que tout ce monde? C'est incroyable. Ça va Mathieu? Bah ça va et toi? Un peu stressé? Ouais mais moi je suis debout, je peux faire les 100 pas. Ok. On va attendre, c'est toi qui donne le go. Hein. Ouais, je donne le go. Allez, c'est parti. J'ai l'honneur d'accueillir sur scène Alexandre Lett qui est CEO d'EdTech et Mathieu Massé qui est CPTO d'EdTech. Mais les garçons, aujourd'hui vous allez nous parler d'un combat entre l'IA et l'humain. Mais c'est quoi ça? Bah, ça va être un combat qu'on a décidé de mener devant vous. Avant tout, merci beaucoup. C'est assez impressionnant. C'est un privilège de vous avoir autant de personnes comme ça devant nous. Alexandre Lett, enchanté, donc CEO avec mon associé Mathieu. Mathieu, donc du coup directeur produit et technique. On a décidé de faire cette conférence parce que c'est une question qui vient à peu près tout le temps dès qu'on fait les démonstrations. Le sujet étant, je sais pas, le grand remplacement, l'IA qui va remplacer les ingénieurs pédagogiques. Donc on a décidé en réalité de vous montrer comment ça fonctionne et de mener ce combat ensemble. Je pense que tu peux passer à la slide qui suit directement. On va rentrer dans le vif du sujet. On a pris un exemple d'un client à nous qui nous a demandé de faire une formation. Le client s'appelle Terrao. Il nous a demandé de créer une formation sur la rénovation énergétique. Alors on a fait un cadrage ensemble et ce qu'on va faire devant vous sur ces éléments-là, c'est qu'on va tester et voir comment on peut se battre l'un contre l'autre ou l'un avec l'autre, je ne sais pas. Donc les éléments qu'on a aujourd'hui, c'est créer une formation pour des ingénieurs du BTP débutants sur le sujet, donc ils doivent monter en compétences. Et ce qu'on a comme source de documents, ce sont un PowerPoint qu'ils ont utilisé pendant une de leurs conférences. Donc on va aller directement sur le document. Vous voyez, je pense que vous avez l'habitude de voir ce type de document. Donc document très complexe qui a énormément d'informations, qui fait, si je ne me trompe pas, 136 pages, qui va nous servir de source. Et donc, on va aller directement sur la plateforme et on a ce premier cadrage. Ça, c'est le cadrage qu'on a fait avec le client. Il nous a fait une description. On a pris le document source et on a pris autre chose également. On va faire 2 choses pour faire cette première compétition. C'est qu'on va prendre le site internet du client pour que on puisse s'approprier en fait de la culture de l'entreprise, les messages clés, comment ils fonctionnent, dans quel pays ils sont, etc. Donc on va prendre ce lien et on va prendre l'autre document qui est le document source et on va se battre, Mathieu et moi. Non, tu me dis, attends une seconde, attends. Moi j'ai le même document, c'est 136 pages. L'objectif, ça va être de s'approprier le contenu. Tu me dis quand tu es prête? Ouais. Allez, c'est parti. Donc moi je commence à lire les pages de mon document. Je sais que c'est pour des ingénieurs. Je suis en train de regarder le sommaire du document. Et ok, donc je comprends le contenu. Là je vois les objectifs. Ok. T'avances de côté? Ouais, j'irais bien me faire un petit café là. Je suis à la page 7. J'ai terminé. C'est pas possible. Non, vous l'avez compris, ça sert à rien d'aller se battre contre l'intelligence artificielle. La vraie question qu'on se pose, c'est à quoi ça va servir et comment on fait équipe. C'est imbattable. Je sais pas combien de temps t'as mis, Mathieu? Oh, je sais pas, j'ai dû mettre 30 secondes. On va arrondir à 1 minute. Attends. Stop. Là, tu es en train de me dire... Je suis battu. Toi, tu es battu. Ça veut dire que si toi, tu représentes l'ingénieur pédagogique... Je suis ingénieur pédagogique. En gros, on ne sert plus à rien. Pas du tout. Pas du tout. C'est exactement l'inverse. Ce qu'on est en train de démontrer, je pense que tu peux aller sur la slide suivante, vous l'aurez compris, c'est qu'il y a des tâches sur lesquelles ça ne sert absolument à rien de se battre contre une intelligence artificielle. L'objectif, c'est plutôt de se dire comment on va faire une très bonne équipe. Le thème de la conférence, c'est pas se battre contre, on a fait exprès. C'est le combat avec. On se bat ensemble pour le même objectif. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort que l'autre, c'est une complémentarité des équipes. La qualification du besoin, on ne peut pas la faire avec une intelligence artificielle. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, c'est l'humain qui doit le faire. L'appropriation des contenus, Mathieu a mis 30 secondes, j'aurais mis 4 heures en réalité pour lire le document. Même chose, même constat sur la restitution. En réalité, l'IA va m'aider
c'est un outil de productivité. Il me remplace absolument pas. Il me fait gagner un temps phénoménal. Et ça va me permettre de focaliser mon temps sur des tâches à très forte valeur ajoutée. Pareil sur la partie production. On le verra à la fin, si on a un petit peu de temps. L'objectif, c'est surtout de vous laisser, vu que vous êtes très nombreux, c'est vraiment encore une fois un privilège de vous laisser le micro. Mais on vous montrera sur la production de contenu et d'activité, on gagne un temps qui est phénoménal. Cependant, la validation de ce qui est proposé, une IA pourra absolument jamais le faire. Donc on peut débattre sur ces sujets-là de manière vraiment extrêmement intéressante. Mais nous, ce qu'on a voulu représenter, ce sont que quelques exemples. Ce n'est pas l'intégralité des tâches des ingénieurs pédagogiques, mais c'est pour vous expliquer à quel point la complémentarité est essentielle. La technologie est déjà là. On peut aller, je pense, sur la slide qui suit. On repart d'un constat qui est très simple. Je pense que vous le connaissez. On a eu le même constat, le grand remplacement, lorsque Deep Blue, l'intelligence artificielle d'IBM, a battu Kasparov aux échecs. Tout le monde s'est dit, c'est la fin des échecs, c'est l'enfer, c'est fini, c'est fini. Aujourd'hui, le constat, si tu vas juste derrière Mathieu, quand on prend les plus grands champions, donc entre autres Magnus Carlsen qui est champion depuis 10 ans mondial d'échecs, dit on n'a jamais eu autant de bons joueurs d'échecs. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait équipe avec l'IA pour s'entraîner, etc., etc. Donc des exemples comme ça, il y en a dans tous les secteurs et ça va également fonctionner dans le monde de la formation digitale. C'est une certitude et de la formation présentielle aussi. Et du coup, si je comprends bien, c'est pas un combat, ok. Mais en fait, ça veut dire quoi maintenant être ingénieur pédagogique en 2024? Ben, ça veut dire qu'on va pouvoir faire plein de choses complètement différemment. C'est-à-dire que quand on regarde à l'époque, avant l'intelligence artificielle, ou en tout cas dans le monde qu'on considère, on va dire, traditionnel, ingénieur pédagogique, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'appropriation de contenu, faire du cadrage, créer un storyboard, créer des contenus et en règle générale, après, on passe la main des monteurs sur outils auteurs, etc., etc. Donc en fait, il y avait un énorme travail qui était consommateur de temps, qui était lié en fait à la génération de contenu, à l'appropriation, puis à la génération de contenu. Et ce gain de temps aujourd'hui, il va être utilisé pour un accompagnement qui est beaucoup plus global. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les clients qui travaillent déjà avec nous, nous ont fait ce constat, hein, ce sont des choses qui viennent de chez eux, ils nous disent aujourd'hui, on peut piloter le projet de A à Z, on peut être beaucoup plus proche des experts métiers, puisqu'on peut avec eux travailler sur le contenu, voir si on a bien compris les objectifs de formation. On change radicalement en réalité la fonction pour se focaliser sur ce qui est le plus intéressant et ces fortes tâches à valeur ajoutée. Hein. Je pense qu'on peut aller sur la slide. Tu me dis, hein, Mathieu, si tu me complétais. Hein. Vas-y, vas-y. En réalité, si on se focalise sur les tâches à forte valeur ajoutée, c'est quoi? On revient à l'essentiel. L'essentiel des responsables formation et des départements formation, c'est bien de développer les compétences des collaborateurs. C'est pas de lire un document de 136 pages, de le connaître, de le comprendre, bien sûr. Mais les 4 heures que j'aurais passé dessus, bah, je vais pouvoir passer 3 heures 59 minutes et 30 secondes à me focaliser sur le développement des compétences, sur le fait de solidifier les pratiques de l'entreprise, adresser la mobilité et le turnover. En réalité, on va pouvoir travailler sur plein d'autres sujets et surtout, le sujet qui est le plus important, c'est l'accompagnement des métiers pour pouvoir justement répondre au mieux aux besoins des apprenants et donc créer de l'engagement. Dernier point qui est très important, c'est que, alors on ne va pas se le cacher, je ne sais pas la situation dans différentes entreprises, mais j'ai l'impression quand même que les budgets formation, parfois ils augmentent, mais en règle générale, ils diminuent. Donc on nous demande de faire beaucoup plus avec moins. L'IA nous permet de faire ça en réalité. On peut produire beaucoup plus, on peut s'approprier beaucoup plus de contenu de formation et on peut créer sans limite. Et gagner du temps. Et gagner du temps, évidemment. Très rapidement sur EdTech, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on a créé une plateforme qui allie le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire, on propose une IA pédagogique qu'on a commencé à vous présenter et on propose une marketplace de freelance. Cette marketplace de freelance est composée des freelances spécialisés dans le secteur à travers 80 compétences clés. Donc sur notre plateforme, vous avez accès à le meilleur de la technologie et le meilleur de l'expertise humaine. Comme quoi, on n'a pas de parti pris en réalité, c'est juste un super travail d'équipe. Vous avez vu, alors si je ne me trompe pas, vous aviez une conférence juste avant qui était énormément liée à l'adaptive learning et au chat, aux tuteurs de formation. Dans l'intelligence artificielle, les 3 grandes catégories sur lesquelles on peut appliquer et utiliser de l'IA, c'est l'analyse de l'existant, analyse de documents, documents de formation, documents sources, l'ingénierie pédagogique, c'est-à-dire ce qu'on appelle, nous, en fait, la stratégie de formation, c'est ça ce qu'on appelle ingénierie pédagogique, et l'apprentissage adaptatif, donc comment créer en fait des chats de communication qui vont permettre aux apprenants d'apprendre mieux. Donc là, nous, on a fait un gros focus sur les 2 premières parties,
Et c'est tout ce travail qu'on va vous présenter. C'est vraiment la partie analyse de l'existant et ingénierie pédagogique, donc stratégie et structure de la formation. Bah, du coup, c'est parti. Donc on va revenir sur la plateforme et on va vous montrer la suite et voir ce qu'on peut en faire. On va continuer pendant, je pense, quelques minutes juste cette démonstration-là. Je vais te laisser Mathieu prendre la main. Ouais, Et après, on laissera place à vos questions. Donc, l'idée, c'est de centraliser sur un outil tout le processus de la conception pédagogique jusqu'à la première rédaction des contenus qui vont ensuite être médiatisés. Peu importe le moyen de distribution, que ce soit un motion design, que ce soit sur n'importe quel outil auteur, que ce soit une formation présentielle, la base, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va vouloir transmettre comme information. Donc là, on a pris un document, donc un PowerPoint, 137 slides, on a pris le lien vers le site et j'ai demandé simplement à l'IA pédagogique de me produire un plan avec, pour chacune des séquences, qu'est-ce qu'on va aborder comme notion. Première étape de travail. Et ensuite, je vais pouvoir rentrer dans chacune de mes séquences et lui dire, OK, commence à me produire le contenu qui doit être traité au sein de cette séquence. Et là, l'IA a fini de travailler, elle va me retourner un résultat avec tout un contenu et je vais pouvoir lancer ensuite la génération d'un glossaire d'activités. Donc ici, j'ai mon contenu, l'introduction à la rénovation énergétique des bâtiments publics. Je vais pouvoir générer un glossaire, des activités de type vrai-faux basées sur ce contenu. Je vais pouvoir également, je suis concepteur pédagogique, je vais pouvoir réviser avec un expert, passer en relecture et ajouter des informations parce que l'IA est bonne. Elle n'est pas parfaite. Aucune n'est parfaite et ne le sera jamais. Donc on va pouvoir ajouter des choses qui vont être en contexte. Certainement que j'ai un expert au sein de l'entreprise qui a des informations qui sont encore plus à jour que le document source qui a été utilisé. Et donc du coup, il va pouvoir enrichir pour que finalement mon module de formation ne soit pas obsolète dès sa sortie. On va pouvoir ajouter des choses. Et basé là-dessus, ensuite, on va générer des activités. Donc je vais, hop, on va challenger un peu la chose. On va lui demander 5 questions vrai-faux, des questions, des QCU, des QCM, tout plein d'activités parce que ça, au final, ce sont des tâches à très faible valeur ajoutée. C'est le contenu, c'est la compréhension du contenu et ce qui doit être transmis qui est la plus grosse valeur ajoutée sur cette étape-là. Et ensuite, l'étape suivante, ce sera de la médiatisation, à savoir le métier du concepteur pour dire, compte tenu de ce contenu, est-ce qu'il vaut mieux le diffuser avec un motion design, façon podcast? Est-ce qu'il faut que ce soit du contenu à lire? Est-ce qu'il faut que ce soit une formation présentielle? Et donc du coup, ensuite, on passera là à nouveau, soit par l'IA, soit à la main, pour produire finalement les supports qui sont les plus adaptés à la médiatisation de mon contenu. Ce qui change radicalement dans cette approche, c'est qu'on n'est plus dans une démarche statique où on nous dit « crée-moi un e-learning de 2 heures sur telle thématique ». Le vrai sujet, c'est on va s'approprier un sujet de formation qui est le renouvellement énergétique dans les bâtiments, par exemple, et on va s'approprier l'intégralité du contenu, toutes les thématiques qu'on peut aborder, les objectifs, et c'est la restitution qui deviendra intéressante derrière. Et uniquement à ce moment-là, on dira, en réalité, fais-moi un e-learning de 20 minutes, fais-moi un podcast, fais-moi une formation de présentiel sur 3 jours, parce que l'intégralité du contenu des 136 pages dans la culture de notre client a été utilisée, puis restituée, pour que les ingénieurs pédagogiques ou l'utilisateur final, qui peut être le client directement, décide dans quelle version et sous quelle modalité il fait sa formation. Ce qui est intéressant, on préparait juste avant de venir là, on préparait justement la démo. Et en fait, au début, on avait demandé à l'assistant pédagogique, à notre IA, de produire un contenu sur 1 heure. Et on a bouclé parce que l'IA nous disait non, c'est pas possible, je viens d'analyser ton document. Compte tenu des objectifs et des thématiques que tu m'as demandé, je ne peux pas. Histoire vraie. Véridique. Donc on était 10 minutes avant de venir à trouver une solution. Donc en fait, pour dire, on n'a pas le choix, compte tenu de ce document-là, on est obligé de produire 3 heures, c'est le minimum. Voilà. Sinon, directement, je retourne voir mon commanditaire et je lui dis, il faut réviser le cadrage. Je ne peux pas aborder toutes les thématiques, je ne peux pas atteindre les objectifs. Qualité, coût, délai. Point. Exactement, parce qu'on avait mis que c'était des ingénieurs débutants qui devaient devenir confirmés sur telle et telle réglementation, etc. Donc l'IA nous a recommandé de réduire le nombre de thématiques et d'objectifs de formation, et donc a été très bon copilote à ce moment-là, et on était en fait assez bluffés, on ne s'attendait pas à ce qu'ils nous répondent ça, et ce qui nous tienne tête d'ailleurs. Hein. Il n'a pas lâché. Non. On peut passer aux questions peut-être? C'est bon? Oui. Ouais. Super intéressant les garçons. Donc si je retiens bien, les niveaux cognitifs 1 et 2 de Bloom, tâches à faible valeur ajoutée.
on peut utiliser l'IA comme un compagnon pour nous accompagner, pour optimiser les tâches. Exactement. Et la chose que je trouve vraiment intéressante, c'est que ça arrivait à tout le monde de créer des déroulés pédagogiques ultra longs. Et on a, dans une folie, on pense que en 1 heure, on peut délivrer tout ce savoir. Et vu qu'on n'y arrive pas, on court et on balance une tonne d'informations et finalement notre pédagogie, elle est à 0. Et là, ce que je trouve vraiment très intéressant dans ce que tu viens juste de dire, Mathieu, c'est en fait l'IA, elle nous recadre. Exactement. Super intéressant. On a 10 minutes de questions. Je voudrais juste que vous me fassiez un petit passage, s'il vous plaît. Et je prends les questions dans l'ordre d'arrivée. Bonjour, merci pour cette présentation très intéressante. J'ai envie de revenir sur la slide où vous avez présenté qu'il y avait 3 types d'IA. Enfin, l'IA pouvait travailler sur 3 champs. Vous aviez surtout travaillé sur les 2 premiers. Et ma vision avec le 3e est un élément qui va avoir une richesse énorme pour l'avenir, et notamment avec la conférence précédente et cette idée d'avoir un apprentissage où il va y avoir une interaction entre l'IA et l'apprenant par du dialogue, par de la conversation qui met l'apprenant en réflexivité, en reformulation, etc. etc. J'ai l'impression qu'il y a énormément de choses dans cette direction-là. Est-ce que vous prenez cette direction-là? Quel est votre regard sur cette partie-là? Merci beaucoup pour la question et qui permet de, en effet, clarifier ce qu'on a dit sur ce sujet-là. En fait, tout notre objectif est sur la catégorie 3. C'est-à-dire que le gros focus, c'est comme vous l'avez très bien dit, la grande valeur ajoutée, c'est l'objectif de base, c'est former, c'est faire monter en compétences. Mais on s'est dit, en fait, pour faire ça, il faut commencer par bien s'approprier le contenu de manière extrêmement pédagogique avec une capacité d'analyser n'importe quel type de source pour générer en fait une quantité infinie de contenu et d'activités pour qu'ensuite et uniquement à la fin, on restitue de la bonne manière. Donc en réalité, on n'a pas travaillé, on a complètement en fait prévu. Hein, tous les squelettes, Mathieu, on les a déjà, et on a même des bêta-tests qui tournent sur la partie 3. Pour être exact, en fait, l'apprentissage adaptatif, il y a plein de solutions qui existent. Ça fait un moment que pas mal de sociétés travaillent dessus. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas les bons inputs. Donc, tout le monde bataille pour qu'ils puissent avoir des ressources d'apprentissage qui soient cadrées avec des métadatas, les skills, les objectifs, etc., etc. Mais les outils auteurs ne sont pas normalisés là-dessus pour l'export, tout ça. Donc, en fait, en faisant cette première partie, nous, on est totalement agnostique de l'outil de diffusion. Donc, en fait, que ce soit Stellia juste avant, vous prenez n'importe quelle plateforme, ils peuvent venir absorber les contenus qui sont produits chez nous pour pouvoir alimenter leur outil adaptatif. Nous, on va proposer le nôtre, mais avant ça, il était important de cadrer tout le besoin, de donner des outils aux concepteurs pour avoir toutes ces métadatas qui vont venir enrichir ce système à la suite, ne serait-ce qu'en se basant sur un référentiel de compétences. Merci beaucoup. Bonjour, merci pour cette présentation. Oui. Concernant la confidentialité des données, où est-ce que vous êtes hébergé? Alors, je suis tellement content de cette question. Hébergé chez OVH en France, une IA française et européenne. On montre patte blanche sur absolument tous les sujets. Les documents, ils font un passage éclair sur nos serveurs. C'est-à-dire que quand on upload un document, on l'absorbe, il rentre dans la base de données mémoire de l'IA et ils sont directement supprimés du serveur. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de fichier physique pour tout ce qui est attaque, piratage, etc. En toute franchise, on n'a pas besoin de garder les documents sur les serveurs. Ça coûte de l'argent et généralement, ce que font les entreprises, c'est qu'ils vous facturent des frais de stockage. Ça ne nous sert à rien. Donc on ne les garde pas, on ne vous facture pas et puis c'est tout. Donc le sujet de l'éthique est extrêmement important pour nous et de propriété en fait, intellectuelle est extrêmement important et c'est pour ça qu'on a répondu avec un groupement d'entreprises à l'appel d'offres de la Commission européenne sur le projet Prometheus, si vous le connaissez, prometheusx.org, qui est donc ce projet de la Commission européenne qui vise à créer des standards d'interopérabilité de la donnée et de souveraineté de la donnée. Donc tout ce qu'on développe est en lien justement avec la protection de la data. Et dernière question, concernant la partie développement du contenu, potentiellement avec l'IA, est-ce que vous proposez aussi ça? Alors, exactement. Nous, c'est les étapes ensuite à venir. L'objet de cette conférence, c'était vraiment de faire la base du corpus qui va permettre ensuite de générer finalement la médiatisation qui va être
Est-ce que je veux générer des slides? Et là, on va pouvoir passer également par l'IA pour générer des slides. Est-ce que je veux générer un script pour finalement faire un podcast et qu'il va y avoir une interview entre un expert et un intervieweur? On pourra faire plein de choses à partir de ce contenu-là. L'intérêt aussi de ce type de solution, c'est que là, en l'espace de quelques secondes, allez, on va arrondir, on va faire vraiment large. Imaginons, pour couvrir l'intégralité du périmètre, je vais mettre 15 minutes. Tranquillement, en faisant que cliquer sur des boutons. À la fin, les 15 minutes, ça m'a fait économiser tellement de temps que je peux très bien demander à l'IA de me produire « Ok, fais-moi des slides pour un PowerPoint, fais-moi un script pour un motion design, et finalement, je prendrai celui que je préfère en termes de médiatisation, voire même je développerai les deux parce que je vais pouvoir développer quelque chose qui va être en micro-learning, qui va être adressé plutôt à des experts, et un contenu un petit peu plus cossu pour ceux qui auront finalement un bagage un peu moins costaud en termes de prérequis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Moi, j'en ai une pour vous en attendant que je me déplace. On parle de format de sortie. Oui. Là, j'ai entendu PowerPoint, etc. Est-ce que tu peux me dire objectivement quels sont vos formats de sortie et honnêtement, la qualité aujourd'hui des formats de sortie? Alors, aujourd'hui, nous, sur le salon... ah, c'était la question. Parfait. Aujourd'hui, sur le salon, ce qu'on présente, c'est un export H5P, l'outil auteur open source, principalement parce qu'on a des partenaires autour de Moodle. Donc, c'était l'objet aussi du salon de pouvoir mettre un peu la lumière aussi sur les partenaires. Et ensuite, dans le mois qui vient, on va avoir export SCORM, on va pouvoir faire du PowerPoint. On va pouvoir exporter. Alors, au sein de Prometheus, nous, on s'est engagé à créer un format open source, XML et JSON, pour ceux qui sont développeurs, etc., qui ensuite, on pourra faire cet export et n'importe quel LMS ou outil auteur pourra directement absorber les contenus pour que vous n'ayez pas de copier-coller à faire, etc., etc. Toutes les données seront transférées, y compris le mapping de compétences, etc. L'idée, c'est de vraiment transférer un maximum de données au suivant pour qu'il ne puisse pas avoir ce réflexe de dire « Ah, mais j'ai pas les données, alors je peux pas faire la fonctionnalité ». Donc voilà, actuellement H5P, SCORM, PDF, PowerPoint. Super intéressant. Vous dites que vous ne gardez pas les données, mais ça fait que quand on crée un fichier, il y a quand même un délai de sauvegarde. Alors, comment ça fonctionne? En fait, le fichier physique, le PowerPoint, là, il n'est plus du tout sur les serveurs. Parce qu'on a emmagasiné les données, on les a stockées dans une base de données qui est sécurisée, le temps du besoin. Maintenant, ensuite, en tant que concepteur, hop, je vais quitter la présentation. Tac. En tant que concepteur, le temps que la page s'affiche, une fois que j'ai terminé, que j'ai fini, j'ai créé toute ma ressource, j'ai juste un clic à faire pour lui faire oublier l'intégralité de ce qu'elle a appris. Donc, hop, bon, la connexion est un peu... Je vais réfléchir. Et donc, en fait, là, c'est terminé. Elle a oublié l'intégralité des données du PowerPoint. Là, si je continue à produire, elle va commencer à me générer des choses qui seront basées uniquement sur le site Internet, puisque c'est la seule source de confiance qu'elle a en mémoire. C'est tout. Donc, c'était hyper important pour nous, dans un système totalement éthique, de donner la possibilité aux concepteurs, aux clients, de pouvoir faire oublier directement à l'IA l'intégralité des informations. Et comme on a une politique assez ferme au sein de l'entreprise, éthique first, donc il n'y a rien qui est développé sans avoir une question relative à l'éthique, à la propriété de la donnée, etc. Systématiquement, tous ces systèmes sont auditables par la DSI de vos entreprises ou autres. Il n'y a pas de problème, on ne montre pas de blanche. Et également dans une notion aussi d'économie d'énergie, c'est-à-dire qu'on a fait en sorte de développer notre solution pour qu'il n'y ait pas de manière illimitée la capacité de dire régénère et aller taper dans des serveurs qui consomment énormément d'énergie. Donc c'est non seulement éthique sur la data, mais c'est aussi éthique sur la consommation d'énergie. Est-ce que vous fonctionnez comme GPT? C'est-à-dire, est-ce que vous partagez des données, la structure, les thématiques, avec une autre entité qui pourrait être aussi du bâtiment et qui aurait des informations plus ou moins similaires à celles de votre client principal? Alors, absolument impossible sur nos systèmes. Impossible. Voire même, actuellement, il n'est pas possible de partager une connaissance d'un module à un autre sur l'espace. Je vais prendre un exemple simple.
vous faites un produit logiciel. Vous créez des formations pour vos clients. Vous allez vous baser sur une doc technique pour créer un module de formation. 6 mois plus tard, vous sortez une nouvelle version, donc vous allez avoir une nouvelle doc technique. Donc ce nouveau module, il ne faut pas que l'IA s'inspire de documents qu'elle a vus auparavant. C'est totalement hermétique. Ensuite, pour le fonctionnement de l'IA en lui-même, on va spoiler un peu le truc. Nous, on fait discuter des modèles d'intelligence artificielle entre eux. On entraîne un modèle à se comporter comme un concepteur pédagogique, d'où le cadrage, le déroulé, etc. Mais avant de lui apprendre à faire ça, on lui fait oublier tout ce qu'elle sait faire. Typiquement, je veux faire un module de formation sur le RGPD. N'importe qui, que ce soit GPT, que ce soit Mistral, que ce soit Llama, a déjà quelques connaissances sur le RGPD. Nous, ce qu'on fait, c'est on lui fait oublier tout ça. Pour que, forcément, elle pose des questions au modèle expert qui, lui, s'est imprégné des documents. Je vais prendre un autre exemple. C'est vous êtes dans un milieu concurrentiel. Vous avez un produit avec une définition et votre définition au sein de l'entreprise. Les concurrents en ont une autre définition. Donc l'IA doit se baser uniquement sur le corpus de votre entreprise. Bonjour. Est-ce que vous avez des feedbacks d'experts sur... Pardon, attendez. On n'entend pas. Pardon. C'est bon? Ok. Oui. Est-ce que vous avez des feedbacks d'experts sur la qualité, entre guillemets, du contenu digéré qui ressort après l'IA, notamment sur des contenus un peu pointus, techniques ou de métiers spécifiques? Alors, on a des retours qui sont plutôt très positifs, mais je ne vais pas vous mentir, la meilleure façon de vous montrer les choses, vous venez sur le stand avec une clé USB et on fait directement avec vos documents sources. Pour information, quand on a bêta-testé la solution, pour rappel, on a une marketplace de freelance et on l'a mis à disposition de, je sais plus, 100, 150 ingénieurs pédagogiques qui ont testé la plateforme. Donc c'est pour compléter, mais bien évidemment, vous êtes bienvenus sur le stand de P42 pour tester la solution. Mais oui, on a testé la solution avec des centaines d'ingénieurs pédagogiques. Question technique pour moi. Allez. Je voudrais qu'on parle de frugalité dataset. Donc, première question, c'est si je veux une IA qui est performante, il faut que j'ai un dataset qui soit quand même assez conséquent. Les clients, aujourd'hui, ils ont des données. On ne peut pas appeler ça forcément des datasets puisque les données ne sont pas forcément nettoyées. Il y a quand même un petit travail à faire. C'est presque une question. Hein. Et derrière, plus je vais avoir des datasets conséquents et moi, mon IA sera frugale. Comment vous répondez un peu à ce dilemme que tout le monde se pose? Alors, c'est justement en faisant dialoguer des IA entre elles. L'IA conceptrice pédagogique, elle ne sait rien sur rien, donc en fait, elle ne fait que poser des questions. Par contre, elle est très, très, très performante sur de la compréhension et de la pédagogie. Donc, elle va pouvoir catégoriser, définir quels sont les contenus qui sont des contenus pédagogiques, qu'est-ce qui sont des sources de confiance, etc. Et d'où l'intérêt d'ensuite pouvoir générer une structure comme ça qui est reformulée 137 slides, en étant un déroulé pédagogique avec du cours textuel qui devient finalement mon nouveau corpus de dataset. C'est également pour ça qu'on disait tout à l'heure qu'on est agnostique de l'outil auteur, du LMS, du LXP, c'est-à-dire que n'importe quel LMS ou LXP peut récupérer ces données-là et ensuite s'en servir pour construire sa solution. Ça, c'est le nouveau corpus de base de formation. C'est un peu comme si on disait on a des IA qui s'amusent tranquillement, basés sur des objectifs, des compétences, etc., à générer finalement une documentation, une bibliothèque de formation pour ensuite être ingérée dans un autre système qui le diffusera via un chat, via de la vidéo ou autre. Un grand merci à Mathieu Massé et Alexandre Lec d'ECTEC.